Je me suis sentie entrepreneur dès le départ du projet. Tout reposait sur nos épaules. Le plus important, c'est la vision artistique. C'était quelque chose qui a évolué puis qui a changé pour moi parce que maintenant, j'ai la responsabilité de payer des salaires. Le métier d'éditrice, je pense que c'est avoir le goût du risque. Travailler en édition, ça veut dire avoir un pied dans la création et l'autre dans la gestion d'une entreprise. Deux sphères complètement différentes et souvent contradictoires. Les éditeurs et éditrices veulent réaliser des projets de cœur. Mais si leurs ambitions mettent à risque la maison d'édition, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? L'inverse, cela dit, est tout aussi difficile. Ne pas faire des livres pour des raisons financières, ça, c'est très confrontant. Ça prend du courage pour foncer dans ce milieu risqué. C'est là tout le talent des métiers de l'édition, trouver et maintenir un équilibre. Et la réponse se trouve souvent dans l'intuition. Les métiers de l'édition sont méconnus. Pourtant, si on arrive à se plonger dans des univers extraordinaires en ouvrant nos livres préférés, eh bien, c'est grâce à leur travail. Quel est le secret? Je m'appelle Catherine Emmanuelle Brunet et je vous propose une incursion inédite au cœur des maisons d'édition du Québec, là où le goût du risque et la passion font naître le meilleur de notre littérature. Chut! Secret d'édition, épisode 2. Entreprendre. Les éditions La Peuplade existent depuis 2006. On a cofondé la maison d'édition, moi et Simon-Philippe Turcot, donc au Lac-Saint-Jean. Puis après, on a établi la maison au Saguenay pour quelques années et maintenant à Montréal. C'est dans les bureaux montréalais des éditions La Peuplade que nous avons rencontré Mylène Bouchard. C'est très joli comme bureau. On peut voir tous les livres de la maison sur les murs, dont certains titres phares de leur collection, comme Le poids de la neige de Christian Guy-Poliquin ou le livre Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Mylène, c'est elle qui assure la direction littéraire. Elle est aussi écrivaine, entre autres des livres La Garçonnière et L'imparfaite amitié. On est une maison, en fait, de littérature. On fait du roman, on fait du récit, de la poésie depuis le tout début. Puis aussi de la littérature étrangère, donc depuis 2016. On accompagne des premières œuvres de jeunes écrivains, écrivaines. Donc c'est une littérature de découverte. C'était vraiment l'idée à l'époque de quitter la ville, de trouver un coin en région pour s'installer. Donc, il y avait eu d'abord Tadoussac, mais après, on a bifurqué légèrement vers le Lac-Saint-Jean, donc où j'ai, moi, racheté la maison familiale, donc de mes parents, où j'ai grandi. Puis, c'est ça. Donc, on avait en tête un projet. On voulait, moi et Simon, notre projet d'entreprise culturelle. On savait pas trop encore quelle forme, mais on était tous les deux déjà dans le milieu de la littérature. Donc, on écrivait tous les deux. C'est devenu comme une évidence, en fait, que ça prenne la forme d'une maison d'édition, tout ça. Et donc, à cette époque-là aussi, on faisait beaucoup d'activités, en fait, d'animation. On organisait des soirées dans les cafés, dans des villages. Donc, on avait vraiment comme un grand idéal aussi là, de rendre accessible la littérature, les livres, la lecture, l'écriture, tout ça, mais jusque, un peu partout sur le territoire, en fait. Donc, c'est parti comme ça, là. C'était l'aventure, là. Les éditions La Peuplade ont vu le jour en 2006, dans une période vraiment foisonnante pour le milieu. Quasi au même moment, on voyait apparaître d'autres maisons, comme les éditions Alto, Le Cartanier et Héliotrope, qui sont aujourd'hui des incontournables en littérature d'ici. Je me suis sentie entrepreneur, je dirais, dès le départ de La Peuplade, en fait, parce que, il fallait se faire connaître. Donc, on était quand même assez conscients, même assez naïfs dans la pratique en tant que telle. Donc, comment faire un livre, puis comment comme se dépatouiller avec tout ça, mais en étant
tout à fait conscient que tout reposait sur nous, en fait, que tout reposait sur nos épaules. On était assez têtus au début, on s'est dit non, on va s'auto-distribuer, tout ça. Donc, on est parti tout de suite vraiment à la conquête des librairies. On a pris la route, on a fait tout le tour du Québec partout, de la Gaspésie jusqu'en Abitibi, on est allé partout. C'est ça, là, on cognait aux portes, puis il fallait se faire connaître, puis on avait déjà juste nos 2 premières publications, là, à ce moment-là. C'est vraiment inspirant d'entendre Mylène raconter ses débuts en tant qu'éditrice. Tout un défi. C'est aussi ce qu'a vécu Roxane Desjardins, en passant d'autrice à éditrice. Mais de son côté, c'est une toute autre histoire, parce qu'au lieu de partir de zéro, Roxane a repris une maison qui avait plus de 40 ans d'existence. J'étais une jeune écrivaine. J'ai publié mon premier livre avec Les Herbes Rouges en 2014. C'était un recueil de poésie. Puis ça a été une magnifique rencontre pour moi. François Hébert, qui dirigeait la maison, il était seul déjà depuis plusieurs années, mais il avait cofondé la maison avec son frère Marcel. Alors lui, il avait déjà 45 quelques années derrière la cravate. C'est quelqu'un qui ne fait que ça de toute sa vie. Et c'était vraiment son projet. Et c'est tout un projet de vie. On doit beaucoup à François et Marcel Hébert qui ont fondé la maison en 1968. Les Herbes Rouges, c'est environ 600 titres écrits par plus de 160 auteurs et autrices. Cette maison d'édition a grandement contribué à enrichir notre littérature québécoise, surtout en poésie. Ils nous ont fait découvrir les textes de Nicole Brossard, André Roy, Carole David, José Yvon. En 2016, François invite Roxane Desjardins à reprendre cet important flambeau. Mais elle a réagi comment? J'ai pas hésité et j'ai dit oui. Alors, dès lors, on s'est mis à travailler ensemble. Ce qui était le plus important pour lui, c'était qu'on s'assure qu'on était d'accord sur le plan éditorial, sur le plan littéraire. Fait que c'est par là qu'on a commencé. Ce qui distingue les livres des Herbes Rouges, c'est... En fait, on aime beaucoup les livres inventifs, les livres étonnants, les livres audacieux. On cherche des voix vraiment qui détonnent. Alors, ça a pris toutes sortes de formes à travers le temps, mais aujourd'hui, c'est encore ça qu'on cherche et qu'on défend. Il y a un petit côté peut-être revendicateur ou peut-être mystérieux. Ou... Pour moi, c'est des livres qui ouvrent les possibles de la vie. Être éditrice, c'est un peu comme être entrepreneur parce que les décisions, les idées de trouver des nouveaux projets, c'est nous, puis c'est nous qui assumons un peu le risque. L'idée, elle vient de nous au départ, puis c'est nous qui allons chercher les auteurs, qui allons essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui va être la nouvelle vague, le nouveau hit. On fait des recherches en librairie, en ligne aussi. Marie-Ève Janotte et Chloé Poitras sont éditrices chez les éditions De Mortagne. Tout comme les Herbes Rouges, De Mortagne fait partie des maisons d'édition qui évoluent depuis plus de 40 ans. La maison est aujourd'hui dirigée par Sandy Pellerin et compte 9 employés, dont Marie-Ève et Chloé. Leur rôle se distingue de celui de Mylène et Roxane, puisque De Mortagne est chapeautée par une plus grande équipe. Mais vu qu'elles ont entre les mains des responsabilités de ligne éditoriale, les décisions qu'elles prennent en entreprenant de nouvelles collections influencent certainement l'évolution de la maison. Les éditions de Mortagne, c'est une maison d'édition québécoise, évidemment, qui existe depuis 1978, qui a été fondée par Max Perminja à l'époque, qui faisait surtout des livres de développement personnel, plus ésotériques au début, des jeux de tarot, etc. On a beaucoup évolué au fil des ans. Maintenant, on est beaucoup plus dans le grand public, donc beaucoup de romans, aussi beaucoup de guides pratiques adressés aux parents, aux intervenants, aux enfants. C'est pas notre maison d'édition. Nous, on est des éditrices engagées par les éditions de Mortagne. Donc, on relève de quelqu'un. Donc, on peut pas prendre toutes les décisions nous-mêmes, mais on est un comité éditorial d'éditrices. On est 4. On propose des projets, on arrive avec des idées, puis après ça, bien, on en discute avec la direction pour voir si on va de l'avant. On se consulte beaucoup, on fait des sorties à 4, aller voir ce qui se fait dans le milieu, aller voir quelles couvertures sont hot en ce moment, quels effets on peut mettre sur une couverture, les illustrateurs à la mode. On s'inspire évidemment du marché, mais on veut se démarquer.
J'ai appris l'édition avec François Hébert dans une perspective où la chose la plus importante et la seule chose vraiment importante, c'était de publier des textes qu'on trouvait bons, importants, pertinents. Puis étant donné qu'on est une maison qui publie notamment des genres littéraires qui ne sont pas nécessairement commercialement très efficaces, notamment la poésie, le théâtre, j'ai appris à ne pas faire entrer en ligne de compte les enjeux plus concrets, dans le fond, dans le choix des titres, dans la façon de faire les livres. Pour donner un exemple, mon deuxième livre, c'est un livre écrit à la main. C'est sorti en 2016, Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire. C'est un livre que j'ai fait, en fait, au début dans le cadre de mon mémoire de maîtrise en création à l'UQAM. Je lisais dans cette période-là beaucoup de bandes dessinées autobiographiques. Puis j'avais remarqué que dans mon expérience de lecture de personnes très obsédées par le texte, il y avait un effet rythmique qui se dégageait de la séquence du texte, de la mise en case du texte, dans le fond, de la mise en espace. Puis j'ai eu envie d'explorer ça, cet aspect-là, dans un projet à tonalité aussi autobiographique, mettons. Donc, je me suis retrouvée avec un texte qui était écrit à la main, où le texte est divisé dans des cases, mais dans le fond, c'est comme une bande dessinée, pas de dessin. Je ne croyais même pas que François allait l'accepter pour le publier aux Herbes Rouges. C'était avant que je devienne éditrice. Puis non seulement il l'a accepté, mais il m'a dit « ça peut pas être dans notre format de livre habituel. Tu voudrais qu'il soit de quel format? » Moi, je travaillais déjà en édition, fait que j'ai dit « je sais pas, demande à l'imprimeur, c'est quoi les formats qui économisent le plus le papier, les formats qui fonctionnent bien en librairie? » Puis il m'a dit « Non, dis-moi juste le format que tu veux, puis on va le faire. » Changer de format de livre, pour un éditeur ou une éditrice, c'est un risque important. Ça engendre des coûts et on ne peut jamais savoir si les ventes couvriront cette dépense. Et ce n'est qu'un tout petit exemple de l'ensemble des risques que les métiers de l'édition impliquent. Il faut être à l'aise avec l'imprévisible, avec l'audace, car qui ne risque rien n'entreprend rien. Le projet le plus audacieux qu'on a eu ensemble, c'est la collection Cobaye. On voulait créer quelque chose qui n'existait pas au Québec, c'est-à-dire un projet de littérature chorale. On voulait choisir des auteurs différents, avoir la saveur de chaque auteur, mais un projet avec des liens. C'était juste ça la prémisse de départ. Après, on s'est dit, qui on sélectionne? On savait même pas si ça allait être du jeunesse ou de l'adulte. On voulait un projet choral. Donc, on s'est assis ensemble, on a sélectionné 7 auteurs. Puis on leur a envoyé un courriel très mystérieux avec, je pense que c'était Projet X, Top Secret ou quelque chose comme ça. On les convoquait à une rencontre de groupe. Ils ne savaient pas avec qui allait être présent, à part nous, les éditrices. Puis on leur a dit que c'était un brainstorm. Fait qu'ils sont venus à nos bureaux à Boucherville. Puis ça a été la première journée. Ça a commencé à 8 h le matin, je pense, et ça a fini à 8 h le soir. On a eu le flash pour Cobaye à 6 h le soir. Tout le reste de la journée, on a exploré des pistes qui avaient des fois aucun bon sens. Pour la série, ça s'est finalement dirigé vers de l'horreur, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, pour adultes, évidemment, avec une idée qui est Alpha Lab, le laboratoire qui fait des études cliniques sur des patients. Bienvenue chez Alpha Lab. Et le lien, c'était justement Alpha Lab. C'est la compagnie qui est le lien dans tous les livres. C'est le point de chute où les personnages vont se rencontrer dans la salle d'attente pour leur première injection. C'était un projet assez ambitieux pour De Mortagne. On parle de piloter une série chorale avec 7 auteurs et autrices dans un genre qu'ils n'avaient jamais testé avant. Entreprendre, ça veut dire se lancer dans le vide. Et souvent, ça nous mène loin, très loin. On a commencé, en fait, à élaborer justement une collection de littérature étrangère à un moment donné parce que, les voyages se multipliaient. Puis, en fait, Simon-Philippe a commencé à faire beaucoup de fellowship à l'étranger aussi, là, donc en Islande, en Suède, en Norvège, en tout cas dans la Scandinavie. Un fellowship, c'est un événement de rencontre souvent organisé dans le cadre de salons du livre internationaux. On invite différentes maisons d'édition étrangères à venir rencontrer des homologues locaux pour faire de la vente ou de l'achat de droits de traduction et d'édition. C'est grâce à ces rencontres qu'on se retrouve à pouvoir lire de la littérature étrangère dans nos maisons d'édition d'ici
et qu'à l'inverse, on retrouve notre littérature dans plusieurs pays à travers le monde. Des littératures nordiques, il y avait vraiment des échos avec nous, là, avec notre identité de Québécois nordiques. Là. Donc, je sais pas, pour nous, ça a été un révélateur. Puis, comme on habitait aussi quand même dans une latitude assez haute dans le Québec, tout ça, on avait toute cette réflexion-là, tu sais, encore du territoire et tout ça. On a commencé justement à imaginer donc une nouvelle collection, puis d'ouvrir un travail avec des traducteurs. Et ça a commencé avec un premier titre qui s'appelle La Fin blanche. Donc, on a fait en coédition avec une maison d'édition française qui est Héloïse d'Ormesson. Donc, La Fin blanche de Aki Ollikainen, qui est un auteur finlandais, qui raconte une des plus grandes famines qu'a connue la Finlande à la fin du 19e siècle et tout ça. Donc, qui a décimé, je pense, plus que la moitié de la population. Là. C'est assez fascinant comme roman aussi. C'est à partir de là qu'on a vraiment mis au point cette littérature-là, puis cette collection-là. Donc, en cherchant vraiment, en concentrant notre recherche sur les textes nordiques. Bienvenue chez Alpha Lab. Lors de la fameuse journée de brainstorm, quand on a développé le concept, on a trouvé le nom cobaye. On se disait que ça marchait bien avec le concept d'une étude clinique, donc des cobayes de pharmaceutiques. Avec chacune des lettres du mot cobaye, les auteurs ont décidé de développer un personnage qui portait la lettre en question. Donc, on a Cédric, Olivier, Benoît, Anita, Yannick, Elliot. Et dans le dernier, Sarah et Sid. Numéro 33. Entrez en salle C pour recevoir votre injection. À la fin de chaque roman, il y avait une autre lettre. Quand on avait lu les 7 livres, on pouvait former un mot mystère sur notre site web qui était le mot cadavre. Spoiler, je dis le mot, même si les gens n'ont pas lu les 7 livres. Et avec ce mot-là, allait sur notre site web télécharger le chapitre final. Donc, il était une espèce d'explication post-série sur les dessous d'Alpha Lab, ce qu'ils voulaient faire, au fond, avec leur étude pharmaceutique, les effets secondaires provoqués par leurs produits. Pourquoi ils voulaient faire ça? Parce que c'est la beauté de cette série-là. Elle se lit dans n'importe quel ordre, mais ça implique aussi qu'on doit dévoiler aucun punch dans aucun des tomes. Donc, c'était compliqué. Financièrement, c'est un projet très risqué. Je dirais que, premièrement, ce projet-là était plus risqué parce qu'on sortait d'un genre qu'on faisait habituellement. On n'avait pas vraiment fait d'horreur, sauf quelques exceptions. On faisait beaucoup de jeunesse à l'époque, très peu d'adultes. Avant même qu'un seul livre soit sorti, on avait signé 7 contrats. On s'était donc engagés. Le travail éditorial était très, très long et fastidieux parce qu'il y avait des liens entre chaque livre qu'on devait vérifier et contre-vérifier. On a ensemble décrit la salle d'attente. On a fait le plan de la salle pour savoir quel personnage était assis à côté de qui. Parce que si dans un livre, on dit que Sarah est assise à la gauche de Sid, bien, elle doit être assise à la gauche de Sid dans tous les livres. On a établi une ligne du temps pour que la météo soit la même dans chacun des livres. On a décrit chaque personnage physiquement. On a décrit le médecin en chef d'Alpha Lab pour que chaque personnage le voit de la même façon. On a décrit la secrétaire. On a établi tout ce qui allait être commun aux livres pour qu'après, chaque auteur parte avec ça puis puisse construire son histoire avec des éléments récurrents dans chaque livre puis que tout soit pareil, finalement. On a mis des effets sur la couverture du livre, donc même le coût de production était élevé. On a fait des bandes-annonces pour chacun des romans et bandes-annonces avec acteurs de l'UDA, vrai montage réalisateur. Je m'appelle Anita et j'ai pas honte de mes 23 ans. C'est mon poids qui m'agace. Ça m'empêche de dormir. Mon chum Manu comprend rien. Il menace de me quitter si je continue de jouer avec ma vie.
On a fait des séances photos dans un Costco pour mettre tous les auteurs avec leur sarrau blanc, avec des pièces de viande comme s'ils les mangeaient, pour rendre ça le plus gore possible. On a fait des soirées cobayes particulières dans les salons du livre. On s'est impliqué beaucoup plus que pour un roman unique qui, une fois la promotion de départ faite, il vole de ses propres ailes et il vit ce qu'il a à vivre. Mais là, dans ce cas-là, on s'est impliqué beaucoup. On peut pas se douter de tout ce que les éditeurs et éditrices font pour que nos livres voient le jour. C'est assez impressionnant. Bon, Roxane n'a peut-être pas fait de séance photo au Costco de son côté, mais elle a été particulièrement dévouée lors de ses premières années aux Herbes Rouges, jusqu'à ce qu'elle reçoive un manuscrit qui a marqué sa jeune carrière d'éditrice. Dès que j'ai commencé à travailler avec François aux Herbes Rouges, je me suis mise à lire des manuscrits. On recevait à l'époque les manuscrits par la poste. On les recevait dans un casier postal à Outremont. Donc, il fallait aller à Outremont chercher des piles d'enveloppes très lourdes. Le bureau de François était à Verdun, puis moi, j'habitais dans la petite Italie. Fait que c'était toute une circulation de piles de feuilles. Mais parmi les piles de feuilles, il y avait ce gros manuscrit très épais, dont, en fait, dès la première scène, la première phrase est restée pareille dans le livre publié. C'est quelqu'un qui commande 3 cerveaux, qui dit « J'aimerais avoir 3 cerveaux », quelque chose comme ça. Ça m'a frappée, ça m'a captivée. Je partais pour le Salon du livre de Québec. J'avais plein de rencontres de prévues. J'ai apporté le manuscrit avec moi, puis j'ai passé la fin de semaine à le lire, en fait. Pas d'hygiène de travail, pantoute, là, j'ai juste lu. Puis quand je suis revenue, dès que j'ai eu terminé, en fait, j'étais à la Verdun, j'ai apporté le manuscrit à François, puis j'ai dit ça, François, écoute, je me trompe peut-être. Je sais que je suis débutante, mais c'est vraiment bon. Ce qu'avait Roxane entre les mains, c'était nul autre que le manuscrit du livre La trajectoire des confettis. Une première œuvre écrite par Marie-Ève Thuot, d'une grande force qui nous tient en haleine pendant plus de 600 pages. C'est un livre qui raconte la vie de plusieurs personnages sur différentes temporalités, en exposant leur vision sur l'amour, les relations, la sexualité, le mensonge et le rapport au tabou de notre société moderne. Un grand coup de cœur pour plusieurs, dont moi. Puis François l'a lu vite, parce qu'il y avait confiance en mon jugement. Il y avait déjà confiance en mon jugement. Ça a été vraiment quelque chose qui nous a permis de travailler ensemble. Je pense que c'est lui qui a téléphoné à Marie-Ève Thuot, qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, puis on l'a rencontré à Verdun. Rapidement, on a signé un contrat, puis on s'est mis à travailler, puis c'est un travail qui s'est déployé finalement sur 2 bonnes années. Parce que qui dit long livre, et encore plus long premier livre, dit il faut apprendre comment on va le travailler ensemble. Il y a toutes sortes de questions qu'il faut qu'on se pose. Moi, c'était aussi la première fois que je travaillais en édition sur un roman. Puis là, il y avait des enjeux. C'est un roman avec beaucoup de personnages, beaucoup de perspectives qui sont intercalées un peu dans une logique musicale. Donc, on entend un peu d'une histoire, ensuite un peu d'une autre histoire, un peu d'une autre histoire. Il y a des sous-titres, il y a des dates qui nous donnent des indices. Mais tout cet intercalage de morceaux de récit, il faut que ça tienne. Il faut qu'on lâche pas à mesure que ça progresse. Donc, moi, je me suis comme mis les mains dans la structure d'emblée. Puis ça a été... j'ai vraiment eu la piqûre. Je pensais déjà que j'allais aimer... J'avais déjà édité un peu de poésie, j'aimais bien ça. Mais cet aspect un peu plus structurel, un peu plus big picture, avec le défi que ça représente d'avoir en tête 624 pages et une galerie immense de personnages, de se rappeler qu'est-ce qu'on a changé là, dans le bout là, de la 3e partie. Ça, c'était vraiment... J'ai eu la piqûre, en fait. La piqûre, Mylène l'a aussi eue à la Peuplade avec la découverte d'un joyau de la littérature nordique. Il y a Daniel Chartier de la chaire de recherche à l'UQAM sur les imaginaires du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Donc, lui, il travaille depuis plus de 20 ans vraiment sur tout ce corpus-là. Il voulait nous parler d'un texte de Nivia Corneliussen, une autrice groenlandaise, donc une jeune femme inuite, queer. Nivia Corneliussen, c'est une autrice qui manie une langue crue, sensible et indomptée. Elle parle du désir universel d'être soi, socialement et intimement. Son premier roman, Homo sapiens, suit la vie de 5 jeunes dans la ville de Nuuk, capitale du Groenland. Il était convaincu qu'il fallait qu'on fasse ce texte-là, que ça venait à la Peuplade. Il avait vu justement les débuts de la collection nordique et tout ça. Donc, on a fait ce titre-là qui s'appelle Homo sapiens. C'est un texte hyper contemporain, en fait, là, mais justement écrit à Nuuk au fin fond de l'Arctique. Là, donc, c'est vraiment assez fascinant. Qui aurait cru qu'on aurait pu lire de la littérature du Groenland ici, au Québec?
Les défis de traduction sont assez, en fait, variés. Ça dépend des projets. On travaille avec des traducteurs assez établis, pour certaines langues, là, plus faciles. En fait, facile, comme le suédois, le finnois, tout ça. Mais pour ce qui est du groenlandais ou du féroïen, donc on a fait un texte en féroïen aussi. Puis même l'islandais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de traducteurs. Donc, il y a 5-6 traducteurs de l'islandais vers le français dans le monde. Notre traductrice, elle arrive à 90 ans, là, donc, c'est ça, il faut, je dirais pas immortel, là, mais sinon, pour les textes du groenlandais vers le français, ça n'existe pas. Il n'y a pas de traducteur. Donc, l'autrice, Neviak, elle a traduit son texte en danois. Elle a réécrit son texte en danois, puis on l'a traduit du danois vers le français. Le risque est plus grand dans les projets de traduction parce qu'on ne trouve pas les textes de la même manière. Bon, traditionnellement, on reçoit les manuscrits, on choisit et tout. Mais là, on doit chercher, on doit être en relation avec plusieurs personnes, donc agents, éditeurs, traducteurs. Ça demande des déplacements, il y a des coûts à tout ça déjà à la base, avant même d'avoir trouvé les textes. Des fois, on aura accès seulement à une partie du texte. On va vraiment y aller selon les avis, les conseils, quelqu'un va nous parler de ce texte-là, les coups de cœur et tout ça. Donc, il faut faire confiance. Puis, je veux dire, c'est ça, il faut y aller plus, je dirais, instinctivement, là, on se fie à ça, à notre intuition, puis à notre expérience aussi. Il faut être fait solide pour tolérer autant de risques, car ces décisions viennent souvent avec un lot de questionnements, de doutes et d'incertitudes. C'est impossible de prédire le succès d'un livre, même après des années d'expérience. Alors, comment font les éditeurs et éditrices pour décider de se lancer dans le vide? On a des doutes, c'est sûr. On a des doutes, puis justement, comme il y a des risques, des fois, en fait, on veut continuer aussi à travailler avec nos auteurs, parce que moi, c'est mes auteurs, là, les auteurs étrangers. Là. Tu sais, Nivia Corneliussen, l'autrice groenlandaise, je veux dire, je l'ai rencontrée 2 fois en France. Elle est venue à Montréal. On l'a rencontrée. Tu sais, on a moins la chance de la voir souvent, là, mais moi, c'est mon autrice. Là, je l'aime, là, cette femme-là. Puis quand elle a écrit son 2e roman, c'est comme, bon, où t'es rendu? On s'attendait à avoir de la concurrence, puis on n'était pas certain qu'on allait être capable d'acheter son 2e livre, La Vallée des Fleurs. Finalement, il a fallu vraiment comme investir, pour la garder avec nous. Donc ça, c'est un risque aussi, mais en même temps, c'est dans notre mission de donner une continuité au travail de nos auteurs, de croire en ces démarches-là d'écriture, tout ça. Le risque que ça représentait, sur le coup, là, au printemps 2017, je n'en avais pas conscience. J'en avais un peu conscience, mais on se souvient que François était en mode « si c'est bon, on le publie ». C'est après que j'ai compris, juste la facture de révision linguistique, c'était quelque chose, là. Moi, dans ce temps-là, j'étais à la pige, je comptais mes heures. Je n'ai pas souvenir, mais c'était beaucoup d'heures au fil de ces 2 années et quelques. Puis j'ai réalisé en cours de route à quel point investir autant d'argent pour faire un livre, ça veut dire que ça serait quand même pertinent qu'on le vende au moins un petit peu. Les maisons d'édition font pas faillite pour un livre qui se vend pas, mais c'est sûr qu'il y avait un risque financier. Mais il y avait cet aspect un peu comme tant pis, là. Tant pis, j'aime trop ça. Ça sera ce que ça sera. Puis en fait, j'ai appris avec les années que ça, c'était une intuition. Des fois, je me trompe encore. Hein? Des fois, je pense qu'un livre, il va circuler énormément, puis il va changer la vie de plein de gens, puis finalement, il circule, mais pas tant que ça, mettons. Mais je regrette jamais. C'est important de suivre l'intuition de départ, car parfois, tout le risque et les doutes finissent par nous prendre par surprise, comme avec la trajectoire des confettis, ce défi colossal qui a fini par connaître un succès phénoménal. Donc le ou la gagnante est la trajectoire des confettis de Marie-Ève Duhaut aux Herbes Rouges. Il gagne le prix des libraires. Le prix des libraires en roman, ça fait circuler les livres beaucoup. Et là, j'ai un livre de 624 pages. Ça coûte super cher à imprimer. Puis, j'en ai plus. Et là, il a fallu que je négocie, dans le fond, des délais de réimpression, mais même aussi des tarifs de réimpression avec mon imprimeur Gauvin, avec qui je travaille encore.
Ça a été un moment où je me suis vraiment sentie OK, j'ai une entreprise sur les bras. C'est pas juste choisir des textes, c'est aussi gérer des sous, puis prendre des décisions techniques, tactiques, négocier. Ça a été un beau baptême. Avant 2016, on avait travaillé avec des maisons d'édition françaises, on vendait des droits. Puis, à un moment donné, on a eu le projet d'entrer sur le marché français avec notre propre maquette, nos propres livres, notre édition. Donc, à partir de 2016 jusqu'en 2018, ça a été un travail énorme, là, colossal, là, pour préparer vraiment toute cette entrée-là, trouver un diffuseur là-bas. Donc, quand on a trouvé le titre Homo sapiens de Nivia Corneliussen, on a su que ce titre-là était assez fort pour réussir notre entrée. Comme Homo sapiens est un phénomène, en fait, a été vu comme un phénomène littéraire, là, carrément dans son propre pays d'abord, parce que ça s'est inscrit dans l'histoire littéraire de manière inédite. Il n'y avait jamais eu d'aussi grand succès avant. Un succès sur l'île, mais après qu'il est sorti de l'île jusqu'au Danemark, puis en fait, dans les autres pays de la Scandinavie. Puis nous, on est arrivé avec l'édition française. Donc, mars 2018, ça a été la publication, la sortie d'Homo sapiens là-bas. Puis, avec ça, on se disait, on va avoir un titre assez fort en littérature étrangère pour entraîner la littérature québécoise dans ce sillon-là. De plus en plus, on parle de la littérature québécoise énormément là, en ce moment, là, de l'autre bord de l'Atlantique, là, mais c'était pas ça déjà il y a 6 ans. C'était pas ça, la littérature québécoise. On s'y intéressait pas tant, donc on pouvait pas entrer avec ça. Je suis arrivée en France, à Paris, mars 2018. Je vais toujours m'en rappeler. Puis j'entrais dans une librairie, une autre, puis partout je voyais les livres de la Peuplade. J'y croyais vraiment pas parce que c'était vraiment présent. Tu sais, c'était pas comme un titre de temps en temps, mais c'était comme dans toutes les librairies de Paris où j'entrais, il y avait les livres de la maison d'édition. Puis c'est ça, c'était comme toute la concrétisation de notre travail, là, de nos efforts là, qu'on avait mis tout ce temps-là. Donc, c'était assez extraordinaire, là. Bienvenue chez Alpha Lab. Êtes-vous prêt pour votre prochaine injection? Le 27 mai 2013, c'était la fameuse journée Brainstorm. Et le 8 octobre 2014, donc 1 an et quelques mois plus tard, le premier livre sortait, qui était Anita, écrit par Marie-Lou Dessun. À ce jour, en 2024, donc 10 ans après le premier tome paru, on est à 85 600 exemplaires vendus. Et là, on fait une réédition. Donc, on fait une édition 10e anniversaire pour tous les tomes. Intervention réussie. Faire ce projet-là et en accoucher, je dirais. Pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Parce qu'on est parti à la base avec ce projet-là en faisant un brainstorm autour d'une pointe de pizza pour en arriver 10 ans plus tard à 85 000 exemplaires vendus de quelque chose qu'on a dû vendre. Sans aucun doute, on a dû le vendre à notre distributeur, on a dû le vendre à nos patrons. Nous, on était emballés, mais eux n'avaient pas participé au brainstorm où ça s'était enflammé, là, notre idée. Travailler en édition, c'est apprendre à mettre en place des stratégies qu'on doit revoir constamment. Un livre est à la fois un objet créatif et commercial. C'est là tout le défi du métier. Comment font nos éditeurs et éditrices alors pour maintenir l'équilibre entre la passion et les affaires, les projets de cœur et les succès monétaires? C'est quoi le secret? Je dirais que jongler entre l'aspect livre et l'aspect commercial est difficile parce que si c'était juste de nous, on ferait uniquement des livres qu'on aime dès la première lecture, dans lesquels on croit sans se soucier de sa réception sur le marché. Malheureusement, on ne peut jamais s'enlever ça de la tête, qu'un livre doit plaire à l'interne, mais plaire au plus grand nombre de gens possible. Donc, on doit tout le temps se poser la question, est-ce que ça va fonctionner?
C'est difficile parce que des fois, on croit en quelque chose, on voudrait tellement le faire, puis là, notre petite voix commerciale nous dit ben non, c'est trop niché, on n'ira pas chercher assez de lecteurs, on va trop sortir de la masse. Bien, la rencontre avec Christian Guay-Poliquin, je m'en rappelle vraiment bien parce que Christian, en fait, tenait à venir nous voir au Saguenay pour déjà faire connaissance. Puis, comme il y avait des choses à nous dire, là, il est arrivé bien préparé avec son projet, avec le fil des kilomètres, bon, qu'on avait déjà lu, qu'on avait accepté. Christian Guay-Poliquin est l'auteur de 3 romans chez La Peuplade, Le fil des kilomètres, Le poids de la neige et Les ombres filantes. Bien que Christian soit aujourd'hui un auteur à succès au Québec et à l'international, la décision de départ de l'éditer n'avait rien à voir avec le potentiel commercial. Pour Mylène, les choix se font d'abord par ses goûts littéraires et l'impression forte que lui fait sa première lecture. Le poids de la neige, quand je l'ai lu, j'ai su que là, on avait quelque chose de vraiment porteur entre les mains puis qu'on allait mener ça très, très loin, là. C'était comme la première fois, on dirait, que je sentais qu'il y avait comme un potentiel là, pour faire vraiment un gros succès commercial, là, peut-être. Quand on sent qu'on a quelque chose comme, justement, où là, c'était très, très accessible, très grand public, il y avait comme une autre voix là, dans tout ça. Après, il y a eu les prix littéraires, toute la presse, toutes les ventes de droits en plus de 20 langues, ça a été vendu. Je dirais pas que le fait qu'un livre a un potentiel commercial va faire que je vais le prendre. En fait, ça m'arrive souvent de recevoir des manuscrits qui ont un fort potentiel commercial puis de pas les accepter. Ça aussi, c'est une prise de risque en passant. Refuser un manuscrit, c'est une prise de risque. Mais c'est un choix. Moi, j'ai pas une responsabilité envers moi-même en tant que directrice puis qu'éditrice. J'ai une responsabilité envers les Herbes rouges. Je suis un peu obligée de regarder les chiffres de vente des livres. J'ai comme pas le choix. Mais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça parce que ça reflète jamais ce que je pense de la valeur réelle des livres. Puis c'est vraiment pas pour dire que ceux qui se vendent très bien ne devraient pas se vendre très bien, au contraire. Mais moi, à mes yeux, tous les livres qu'on publie sont des livres extraordinaires et peuvent être lus par toutes sortes de personnes. Je dis pas que tout le monde adorerait ça, mais je pense que lire, c'est pas juste pour adorer. Malgré la responsabilité que porte Roxane comme éditrice, elle réussit tout de même à trouver des livres qui font un bon compromis entre la signature des Herbes rouges et le potentiel succès commercial. Quand j'ai reçu un manuscrit de Daniel Bélanger, j'ai eu peur avant de le lire. Je me suis dit, merde, là, faut pas que je le publie juste parce que c'est Daniel Bélanger. Mais je l'ai lu, puis mon Dieu, j'ai trouvé ça bon. Puis non seulement j'ai trouvé ça bon, mais je me suis dit, ben je comprends qu'il nous l'ait envoyé. C'est chez lui. Quand j'ai lu Poids lourd, je me suis dit, ah, mon Dieu, il y a un petit peu de François Charon là-dedans. Et puis, pour l'anecdote, je connaissais très peu le travail de Daniel Bélanger. Je me suis mise assidûment à écouter sa musique parce que j'ai aussi cet aspect, moi, quand je publie quelqu'un, je publie son œuvre. Et donc, je veux être sûre que j'adhère à son œuvre. Mais croire au potentiel d'un livre, qu'il soit d'estime ou commercial, est-ce que c'est suffisant? Quand on travaille en édition, là, on vit beaucoup d'émotions par rapport à nos attentes. Fait que, c'est sûr que là, je pense qu'avec l'expérience, je suis meilleure qu'avant, là, mais nous autres, on dirait qu'on y croit tellement. C'est comme, ah oui, ça va marcher, tout ça. Puis là, finalement, on est déçus, en fait. On a des attentes déçues, on a des espoirs déçus. Puis on apprend avec le temps, comme justement, à ajuster tout ça. Je pense que c'est important de vivre ces émotions-là pour justement arriver à un moment donné à bien évaluer. OK, ça va être plus raisonnable. Là, on va commencer prudemment, on va faire un premier tirage plus restreint, puis on verra tout ça, plutôt que des fois, on a vraiment eu des moments où ça va être vraiment fort et tout, puis là, on essaie de convaincre tout le monde, mais finalement, on est comme dans notre fabulation à nous. Donc, il faut faire attention à ça, en fait. Ce
qui me motive à continuer ce métier-là, le métier d'éditrice, c'est que chaque journée est différente. La beauté du métier d'éditeur, c'est que chaque livre est unique, chaque projet est différent, chaque auteur a sa personnalité. Donc, c'est réinventer le métier à chaque jour, à chaque projet. C'est mettre beaucoup de notre cœur dans un projet et après ressentir la fierté du succès, des fois plus que l'auteur lui-même, je pense. J'ai comme l'impression que oui, c'est très complexe à naviguer, faire de l'édition dans une perspective entrepreneuriale. Mais en même temps, c'est ça qui fait toute la richesse du métier. Comme l'ont si bien dit nos invités, Mylène des éditions La Peuplade, Roxane des Herbes Rouges, Marie-Ève et Chloé des éditions de Mortagne, ça reste d'abord et avant tout des décisions de passion, de cœur, d'instinct. Il faut aimer le risque, oui, mais celui-ci vient aussi avec une multitude d'émotions inattendues qui font en sorte qu'on ne s'ennuie jamais dans les métiers de l'édition. Mais entreprendre dans le milieu de l'édition, ça ne se fait jamais seul. Ça vient avec un travail collaboratif important qui prend forme à chaque nouveau projet avec un auteur ou une autrice. C'est ce que nous explorons en détail dans le prochain épisode du balado appelé « Accompagner ». Secret d'édition est un balado produit par l'Association nationale des éditeurs de livres, réalisé par Francis Thibault et animé par Catherine-Emmanuelle Brunet. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Caisse de la Culture Desjardins.